remercier l'association d'exister et de m'avoir invité. Et je voudrais remercier aussi François Robinet, qui est historien, qui a déjà fait un talk, une conférence ici, et qui a gentiment glissé mon nom. Donc voilà, merci à lui. Il n'a pas pu être là. Je lui en veux, mais... Non, je déconne. Vous inquiétez pas. Ok. Donc, pour commencer, effectivement, je vais juste me présenter un tout petit peu pour simplement, on va dire, justifier que j'ai un micro et pas vous, sachant que je suis un inconnu. Donc, je suis effectivement professeur de philosophie, j'ai mon CAPES de philosophie, j'ai enseigné pendant 3 ans, et maintenant je suis doctorant en psychologie, et je travaille sur 2 choses. En philosophie, je travaille sur le pragmatisme. Le pragmatisme est un courant du coup de philosophie américaine, dont John Dewey est l'une des figures majeures, avec William James et Charles Sanders Peirce, que je connais moins, mais j'ai beaucoup travaillé sur John Dewey. Et je travaille aujourd'hui sur la psychologie du raisonnement. Et ma thèse vient essayer de tester empiriquement des prétentions, des hypothèses philosophiques du pragmatisme, qui est les raisons pour lesquelles on se met à raisonner. Donc, qu'est-ce qui déclenche notre raisonnement ? Et ce parcours un peu chaotique, dirons-nous, ou pluriel, m'a permis en fin de compte d'essayer au maximum de croiser ces 2 univers. Et c'est ce que je vais essayer de faire ici avec vous, qui sera beaucoup de philosophie avec des connaissances, des découvertes, de la psychologie du raisonnement, entre autres. Alors, John Dewey a eu un cheval de bataille toute sa vie. Il est né en 1859, il est mort en 1952, qui était la démocratie. Il a défendu un type de démocratie, la démocratie en général, contre tout ce qu'il a pu vivre, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale et tout un tas d'événements aux États-Unis qui l'ont marqué, et il offre, je pense, une manière de penser la démocratie nouvelle pour notre tradition française, et que je vais essayer du coup de développer un petit peu ici. Alors la grande question à laquelle je vais essayer de m'atteler, c'est de savoir si vraiment on avait des raisons de penser que les humains étaient irrationnels, que deviendrait la démocratie ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'un régime qui visiblement part du principe que les individus sont rationnels, si nous avons des raisons de penser que les individus sont irrationnels ? Ça va être du coup la grande question, et j'espère vous montrer que John Dewey a des réponses, peut-être pas, mais des pistes, probablement. Donc le plan sera découpé en 4, rapidement pour vous donner une idée. Je vais essayer juste de vous expliquer quels sont les fondements, les conditions de l'apparition de notre démocratie, que je vais appeler démocratie libérale aujourd'hui, avec du coup des auteurs et des philosophes qui nous ont parlé de tout ça. Puis je vais essayer de voir à quel niveau d'irrationalité nous sommes, nous les humains. Qu'est-ce que les psychologues nous disent, voilà, où est-ce qu'on en est. Essayer de vous montrer quels impacts ça peut avoir, selon que l'on est rationnel, irrationnel, demi-rationnel, je ne sais pas, quels impacts ça peut avoir sur la démocratie elle-même. Et enfin, j'ai appelé ça les solutions, on va dire les pistes que John Dewey peut apporter. Donc la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que nos démocraties libérales sont fondées sur la rationalité naturelle des individus. Nous sommes rationnels. Pour les modernes, pour Kant, il nous suffirait, entre guillemets, de nous libérer tout un tas de choses. Alors évidemment, la modernité vient après le féodalisme, l'ancien régime, qui ont été beaucoup critiqués. C'était l'objet des critiques majeures était toutes ces strates, toutes ces coercitions, les confréries, et toutes ces choses-là, qui du coup empêchaient visiblement les gens de faire ce qu'ils avaient envie de faire, mais en plus, selon les modernes, et Kant empêcher la rationalité d'apparaître. Sapere aude, du coup cette phrase-là,
c'est du latin qui est un peu, on va dire, le slogan des modernes, qui est oser penser, oser réfléchir. On sent, ne serait-ce que dans cette idée-là, que le problème n'est pas la réflexion, le problème c'est d'oser, et qu'on n'ose pas. Alors on n'ose pas parce qu'on ne peut pas, mais visiblement parce qu'il y a des institutions, tout un tas de choses qui viennent s'imposer à nous. Et dans le texte assez connu d'Emmanuel Kant, Qu'est-ce que les Lumières, il nous dit rien de plus que cela. Il faut sortir de la minorité, dans le sens d'être mineur, de ne pas être majeur, de ne pas avoir 18 ans, et rentrer dans la majorité. Et comment on fait cela? En commençant à prendre des décisions pour nous-mêmes, c'est-à-dire d'être libre. Donc l'une des choses les plus importantes qui a fondé fondamentalement l'esprit de notre démocratie et l'esprit de nos institutions aujourd'hui, aux États-Unis, en France, dans tous les pays démocratiques, c'est l'idée que les humains sont rationnels et qu'ils ne peuvent être rationnels que s'ils sont libres. Il y a chez les modernes, bien sûr Kant qui est fer de lance de la modernité, mais il y a aussi eu toute une partie de la philosophie politique qu'on appelle les contractualistes, tout simplement parce qu'ils imaginent la création de la culture, de la politique par le fait de former un contrat entre des individus, qui ne disent pas exactement la même chose, mais qui partent du même principe. Ils nous disent, par exemple, donc ces penseurs qui sont Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau et John Locke, vont nous dire que nous sommes naturellement, effectivement, naturellement rationnels. Quelque chose d'assez connu chez eux, c'est qu'ils vont imaginer un monde sans la culture. On enlève la culture, on enlève ce qui fait le social, et on essaie de voir à quoi ressemblerait cet état qu'ils nomment état de nature, et essayer de voir du coup quelles sont les caractéristiques des individus dans cet état de nature. Pour Thomas Hobbes et John Locke, c'est assez clairement dit, les humains, individus, à l'état de nature, sont rationnels. Ils sont rationnels, ils sont capables, pour Thomas Hobbes, de se rendre compte que la vie à l'état de nature n'est pas très enviable, qu'elle est, avec des phrases relativement connues, que l'homme est un loup pour l'homme, que nous sommes constamment en train de nous battre pour des désirs, que bref, nous avons besoin d'une institution, d'un léviathan, hein, c'est la métaphore qu'il utilise, donc d'une institution politique pour calmer nos penchants naturels. Donc se rendre compte de cela, c'est être rationnel. De la même manière, John Locke, rapidement, nous dit aussi qu'on est capable de se rendre compte qu'on a des droits naturels et que ces droits naturels doivent être défendus par des institutions politiques. Pour Jean-Jacques Rousseau, c'est un poil différent parce qu'il considère que la rationalité vient avec la culture. La rationalité complexe nécessite une culture complexe. Mais il nous dit tout de même qu'à l'état de nature, les hommes, les humains, sont raisonnables, dans le sens où ils ont des désirs qui ne sont pas des désirs fous, comme Jean-Jacques Rousseau est très critique avec la culture, avec ce que la culture a apporté, et aime bien cet état de nature, contrairement à ses deux collègues, on va dire. Il nous dit qu'on est raisonnable, du coup qu'on est capable de comprendre simplement quels sont nos désirs et comment les assouvir, assez simplement. Ce qui fait que pour Kant, nous sommes rationnels, et nous sommes empêchés d'être rationnels. Pour les contractualistes, nous sommes rationnels de manière naturelle. Alors je dis rationnel parce qu'il y a tout un truc autour de la raison, mais on peut dire nous sommes intelligents, capables de faire des déductions valides. Il y a cette idée très clairement chez les modernes. Toujours dans la modernité, John Stuart Mill vient nous expliquer encore une fois que nous sommes effectivement rationnels, mais que cette fois, parce que nous sommes rationnels, nous devons de laisser libre la parole le plus possible pour que la rationalité puisse émerger. L'idée, en fait, chez John Stuart Mill, c'est qu'il y a un marché des idées, et que, exactement comme le marché économique de Adam Smith ou de choses comme ça, le marché va enlever les mauvaises idées et faire apparaître les très bonnes idées. Pour ça, il suffit aux gens de discuter et à la liberté d'expression d'être effective. C'est encore une fois la même idée, vue d'une autre manière. Nous sommes rationnels, il nous suffit d'être libres pour être rationnels. Donc les présupposés libéraux, c'est que la rationalité est naturelle et empêchée.
la liberté est la condition de la rationalité. Quand on prend un peu de recul sur la démocratie libérale, ça fait sens de mettre la valeur liberté au centre. Les conséquences politiques qui sont pour beaucoup positives, pour d'autres contestables, mais il y a d'abord deux grandes choses qui vont être le capitalisme, la libre entreprise, laisser les gens faire ce qu'ils veulent, être intelligents autant qu'ils le veulent pour pouvoir faire avancer la société de manière rationnelle. Le républicanisme, on va enlever toutes ces choses qui sont arbitraires, le pouvoir du roi, la descendance, le pouvoir du roi, détenu par Dieu, des choses comme ça. On va attaquer ces choses-là, le féodalisme, justement, parce qu'il suffit de libérer les individus qui sont tous très intelligents. Et bien sûr, la liberté d'expression de la presse, de la culture du débat. Donc on se retrouve ici, en gros, avec l'idée, la condition de notre démocratie. Nous, individus, sommes rationnels, il nous suffit de prendre des décisions et tout devrait bien se passer. Bon, vous imaginez bien à peu près où je vais, c'est que tout se passe pas si bien que ça, et que peut-être qu'il y a une raison, justement, philosophique, qui est que cette réalité décrite par les modernes n'était en fait qu'un espoir. Ce que fait John Dewey dans un livre qui s'appelle « Après le libéralisme », c'est qu'il vient faire justement cette critique de la modernité. Et il vient nous dire que la liberté négative ne suffit pas, que l'on ne peut pas simplement laisser les gens être ce qu'ils sont et espérer qu'ils soient intelligents naturellement. Il nous dit qu'on a besoin de liberté positive. Alors j'ai écrit ça comme ça, c'est l'histoire. Il faut faire des institutions, il faut faire des choses pour que les gens soient effectivement rationnels. Et visiblement, quand on se contente de la liberté négative, on se retrouve avec la situation dans laquelle on est. Il y a, on va dire, quelques évidences de l'irrationalité des humains. Alors, difficile de faire une généralité, mais on a, d'autant plus aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'information rapide, d'autant plus de raisons de penser que les humains prennent des décisions, pas toujours rationnelles, et, on va dire, ne sont pas toujours honnêtes dans leur défense de leurs idées. Mais si on met à part ça, on a des résultats psychologiques qui nous montrent que, effectivement, c'était bien un espoir que les libéraux avaient, et pas une réalité. Le raisonnement, que je définis du coup rapidement, parce que au moins on se met à peu près tous sur la même page, disons-nous, c'est une aptitude à tirer des conclusions, que ce soit des actes, des mots. Bon. J'ajoute que c'est la capacité à ajouter en vue d'une fin consciente un phénomène manquant à notre environnement. Nous sommes face à notre environnement, il ne nous satisfait pas, nous sommes conscients qu'il ne nous satisfait pas, et nous allons faire un effort cognitif pour pouvoir ajouter quelque chose à cet environnement pour qu'il nous satisfasse. Simplement, vous avez 2 + 2 dans votre environnement, et vous savez qu'à la fin vous avez une note, par exemple, si vous êtes à l'école, vous ajoutez 4 à l'environnement, et vous avez un environnement beaucoup plus satisfaisant. Vous êtes enfermé dehors chez vous parce que la porte est fermée, vous allez réfléchir à savoir comment faire pour que l'environnement relativement insatisfaisant soit plus satisfaisant. Cherchez dans vos poches, appelez quelqu'un, re-allez là où vous étiez quand vous avez, la dernière fois que vous avez vu vos clés. Bon bref, ça serait le raisonnement. La psychologie du raisonnement, elle est fondée sur un paradigme, une théorie générale, dans laquelle on s'inscrit, à peu près tout le monde s'inscrit dans les scientifiques, dans cette théorie-là, qu'on appelle le raisonnement à processus duo ou dual. L'idée est que nous avons 2 systèmes. Alors je vous fais rapidement cette histoire. Nous avons un système, notre raisonnement est découpé en 2, hein, qu'on comprenne bien. Les 2 systèmes sont le raisonnement. Le premier est quelque chose d'intuitif, on a des intuitions rapides, on ne fournit pas d'efforts, c'est très simple, on va chercher dans notre mémoire, très rapidement, c'est très ancré en nous, c'est très simple à trouver. Si je vous demande quelle est la capitale de la France, Paris arrive directement sans aucun effort.
Ça, c'est des intuitions. On gère 95% des situations comme ça, en ayant simplement des intuitions. Mais il reste 5%. Alors c'est juste l'idée qu'il y en a une grande majorité et une autre. 5% et 95%, c'est pas scientifique. Il y a du coup plus rarement des situations dans lesquelles nous sommes obligés de réfléchir, obligés de faire des efforts, du coup d'utiliser notre système 2, qu'on appelle aussi la délibération. On va essayer d'utiliser par exemple notre mémoire de travail, garder des choses en tête pour pouvoir les comparer, les assembler, qui nous demandent beaucoup plus d'efforts. Par exemple, si je vous demande, que la capitale ça marche bien, si je vous demande la capitale de l'Australie, il y a un peu de chance pour qu'il y ait un Sydney qui débarque, mais que ça soit pas tout à fait sûr, et que vous commenciez à réfléchir, et que, non, c'est pas Sydney. Et que j'ai un doute, je crois que c'est Canberra, mais je suis même pas sûr. Bref, ça marche avec le Canada aussi. Vous avez besoin du coup de faire des efforts. Est-ce que les psychologues et chercheurs en psychologie ont trouvé, c'est que ce système 1, il est pas rationnel du tout. Quand nous sommes face à un problème, nous utilisons 95% du temps notre système 1, et ce système 1 est totalement biaisé. Cette roue-là, c'est une représentation de tous les biais cognitifs que l'on a. Et encore, du coup, ça dépasse dessous, évidemment. Et vous voyez, chaque trait est un biais cognitif. Alors, vous devez connaître peut-être le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est qu'on a une tendance à chercher des choses qui vont confirmer nos croyances plutôt que les infirmer. Et on va être plus attentif aux choses qui confirment plutôt qu'aux choses qui infirment. Et il y en a des tas comme ça. Pour vous montrer simplement, je vais vous donner un exemple qui marche bien parce que même quand on fait des efforts, même quand on entraîne les gens, ils se trompent quand même. C'est des chercheurs qui s'appellent Daniel Kahneman et Amos Tversky qui ont les premiers développé cette idée de système 1, système 2 et de biais, et nous proposent le problème de Linda. Alors le problème de Linda, voilà comment il fonctionne. Ils nous disent que Linda a 31 ans, elle est célibataire, franche et très brillante, et elle s'est spécialisée en philosophie. En tant qu'étudiante, elle était profondément préoccupée par les questions de discrimination et de justice sociale et a également participé à des manifestations antinucléaires. Qu'est-ce qui est le plus probable ? Que Linda travaille à l'accueil d'une banque, ou que Linda travaille à l'accueil d'une banque et est active dans le mouvement féministe. Bon, je sais. Je sais. Vu que je vous ai dit qu'il y avait un piège, vous êtes en train de réfléchir au piège. Mais les gens, quand on ne dit pas qu'il y a un piège, ils tombent très facilement. La bonne réponse, c'est que Linda travaille à l'accueil d'une banque. Parce que statistiquement, il y a moins de monde qui travaille à l'accueil d'une banque et est active dans le mouvement féministe que des gens qui travaillent à l'accueil d'une banque. Pourtant, et vous avez eu l'envie de dire, cette Linda a tout d'une militante féministe, donc je vais la catégoriser. Ça, c'est un biais dans lequel on tombe beaucoup, qu'on appelle le base rate neglect, c'est-à-dire on vient négliger le taux de base, on néglige le fait qu'il y a plus d'accueil de personnes qui travaillent à l'accueil d'une banque, parce que la description marche bien avec la deuxième chose. Mais c'est pas rationnel, on viole les lois statistiques quand on fait ça, pourtant on le fait. Donc visiblement l'humain serait irrationnel. Alors, les psychologues du raisonnement en sont pas restés là, et il y a eu beaucoup de débats sur cette idée d'irrationalité. Et un des plus grands critiques de Kahneman et Tversky est un chercheur qui s'appelle Gerd Gigerenzer, et qui a montré, lui, que, alors oui, on est irrationnel, c'est-à-dire qu'on ne suit pas les règles de la logique, de la statistique, mais c'est utile de le faire. En l'occurrence, ici, il vient reprendre le problème de Linda, et il nous dit qu'en fait, Linda, elle n'a pas de problème. Et nous non plus. C'est plutôt rassurant. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans la définition, dans la question qui est posée. Kahneman et Tversky demandent qu'est-ce qui est le plus probable. La définition logique, c'est ce qui arrive le plus souvent. Mais la définition que l'on utilise dans nos vies de tous les jours, elle est bien différente et elle est bien plus complexe. Ça peut être ce qui est plausible, ce qui est crédible, ce qui est prouvable, ce qui est typique, concevable, raisonnable. Ce qui fait que quand Gerd Gigerenzer repropose exactement le problème de Linda à d'autres personnes, mais cette fois en changeant la question posée,
combien sont les plus nombreux, puis on se trompe plus. On se trompe moins. On se trompe encore un peu. On se trompe moins. La réponse est toujours les gens travaillent en accueil du manque. Donc visiblement, notre intuition ne serait pas parfaite, elle serait biaisée, mais ça pourrait être utile. Ok, bon. Difficile de savoir qu'est-ce qu'on en fait exactement pour savoir si la démocratie doit continuer ou pas. Bon, notre intuition marche, pas tout le temps, des fois un peu, on est biaisé, il y en a plein, mais bon. Pour, on va dire, finaliser le tombeau de l'espoir moderne, c'est que non seulement nos intuitions ne sont peut-être pas totalement irrationnelles, mais on n'est pas capable de les corriger. Notre système 2, quand il arrive en deuxième, on vient d'avoir une intuition, notre système 2 revient, il fait « je suis pas sûr de ce qui se passe », on a beau ne pas être sûr, on va continuer avec notre intuition, dans 90-95% des cas. Ce qui fait que les gens qui ont la bonne réponse, c'est pas des gens qui réfléchissent bien, c'est des gens qui ont des bonnes intuitions. Et d'ailleurs, les experts ne sont pas des gens qui passent énormément de temps à réfléchir. Ce sont des gens qui ont créé des réflexes, des habitudes, des intuitions, pour justement être rapides. Imaginez-vous un expert pompier, par exemple, qui doit prendre du temps pour réfléchir dans une situation dramatique. Bon, ça serait justement un peu problématique. Il est un expert justement parce qu'il n'a pas besoin de réfléchir. Bref, on se retrouve dans une situation où les humains soit sont irrationnels dès le départ, leurs intuitions ne sont pas bonnes, soit quand elles ne sont pas bonnes, sont incapables de se corriger. On continue dans à dire le portrait peu glorieux de notre rationalité, et tout ça est soutenu par la psychologie du raisonnement. Alors je vais très vite, il y a plein de débats encore, on réfléchit beaucoup à savoir si on est totalement irrationnel ou pas, mais pour l'instant, on a en tout cas de bonnes raisons de le croire. Le problème, c'est que ces chercheurs se sont toujours basés sur la logique pour comparer les réponses données des participants. On se trompe, d'accord, mais comment on sait qu'on se trompe ? On sait qu'on se trompe parce qu'il y a la logique, il y a les règles de la logique. Mais comment est-ce qu'on sait que les règles de la logique sont ce qu'elles sont ? Parce qu'on a réfléchi. Ce qui fait que, techniquement, bon, on est un peu rationnel quand même. Parce que c'est nous qui avons décidé ce qui était logique. Décidé. Et quand on a l'impression de voir la lumière qui va nous sauver, qui va sauver la modernité et la démocratie libérale, on se rend compte qu'il n'y a pas une logique. Et qu'une logique, ça n'existe pas. Il y a un très très bon article de Wagner Egger qui fait le résumé des 6 possibilités de voir l'individu. Il est rationnel, irrationnel, et la dernière, c'est arrationnel. C'est qu'on n'est pas irrationnel ou rationnel. La rationalité ne nous concerne même pas. Nous, on se déplace dans nos vies un peu comme on peut, en essayant le moins possible de mourir. De l'évolution. Donc la logique n'existe pas, tout simplement parce que quand on va un petit peu dans les gens qui sont logiciens, donc qui font le travail de logique, on se retrouve avec des tas de logiques. Il y a la logique modale, la logique floue, la logique déontique, et la logique avec plein de noms compliqués comme ça, qui sont toutes pas d'accord les unes avec les autres. Et même en statistique, on a l'impression que les stats, c'est les stats. Non. Les critiques qui ont été faites à Kahneman et Tversky, c'est qu'ils sont fréquentistes. C'est-à-dire qu'ils utilisent une manière de voir les statistiques. Mais il y a aussi le bayésianisme, les théories non additives, bref. La lumière vient de disparaître totalement. Visiblement, on est au mieux arrationnel. Je vous ai montré du coup quel était l'espoir et comment est-ce qu'on a construit notre démocratie. Je vous ai montré que visiblement, la condition s'effondre, la condition du coup de rationalité des humains s'effondre. Et maintenant, on va rentrer un petit peu dans qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'on est tous et toutes irrationnels, ou au mieux irrationnels ? Bon, première chose, on n'est pas rationnel. Ça, c'est la chose la plus sûre. On a trop de biais cognitifs. On est trop attaché à nos propres croyances pour être rationnel. Donc, puisqu'il n'y a pas d'essence rationnelle, on ne peut pas
construire la démocratie comme elle existe. Elle existe pourtant, hein. Mais philosophiquement, ça bloque. Si on était totalement irrationnel, l'une des solutions, c'est la mort de la démocratie, hein. Bon, pourquoi donner le pouvoir à plein de gens irrationnels plutôt qu'un seul, ou plusieurs, enfin, il n'y a plus de justification, on se retrouve totalement bloqué. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'essence irrationnelle. Très visiblement, il y a des fois où on s'en sort à peu près, et que nos intuitions ne sont pas totalement déconnantes. Donc, on est obligé de partir du principe que nous, les individus, je parle bien d'individus, c'est-à-dire chacun de notre côté, on est irrationnel. Le problème, encore une fois, c'est quand on dit ça, mais qu'est-ce qu'on fait de la démocratie ? Qu'est-ce qu'il advient de la démocratie quand on se rend compte que tous les individus sont irrationnels ? Plusieurs réponses sont possibles. La première, pas besoin de rationalité. La démocratie est un meilleur régime, pas parce qu'il est rationnel, mais parce qu'il assure et institutionnalise l'égalité entre les êtres humains. Ça peut suffire. La monarchie, l'aristocratie, la plutocratie, toutes ces choses-là, il n'y a pas d'égalité entre les humains, donc on doit les évacuer, et on doit préférer la démocratie, justement parce que nous sommes égaux. Alors, on est tous égaux face à l'irrationalité, tous égaux face à nos choix pas bien fondés, mais au moins on est égaux. C'est une manière de défendre, effectivement, qui est tenue aujourd'hui par des philosophes politiques. La démocratie est meilleure, doit rester, parce que nous sommes égaux. Le problème, c'est que si vraiment on pouvait se satisfaire d'être juste égaux, pourquoi ne pas prendre des décisions à pile ou face ? Prenons nos décisions politiques à pile ou face. Nous sommes égaux devant le pile ou face, 50% de chance des deux côtés, et nous sommes, du coup, parfaitement égaux. On est même encore plus égaux. Là, maintenant, il n'y a plus de pouvoir, de gens qui sont mieux placés, de dominants, de dominés. On est tous à 50%, oui ou non. C'est David Estlund, qui est un grand philosophe aujourd'hui politique, qui vient donner cette idée-là. Et quand je dis ça, il y a peu de personnes qui disent « Oui, allons-y, décidons tout pile ou face ». On est peu. Et on serait même peu à dire c'est chouette, notre régime fonctionne vachement bien parce qu'on décide tout par le hasard. Bon. Cette sensation-là, ce sentiment étrange, qui pourtant est statistiquement tout à fait juste, hein. Si on veut l'égalité, vaut mieux tirer à pile ou face. Donc ce sentiment-là, cette petite révolte, c'est qu'en fait on a une attente de rationalité du régime politique. Et on a toujours eu une attente de rationalité du régime politique. Pourquoi est-ce que la monarchie restait ? Parce que, en dehors de toutes les raisons de violence et de coercition qui faisaient que ça restait, c'était qu'on imaginait le roi descendant directement de Dieu. Descendant de Dieu, donc ayant des qualités probablement supérieures à nous, les pas Dieu. Après donc les individus ont une attente de rationalité, donc simplement nous sommes égaux et tout va bien, ça pose de trois problèmes. Le problème qu'on a cette fois, c'est que est-ce que la démocratie est un meilleur régime ? Dans le sens, nous avons tous des attentes de rationalité de notre régime politique. Est-ce que la démocratie est le meilleur régime pour prendre des décisions rationnelles ? On va en discuter. La première chose qui arrive en tête, c'est non. Eh bien, pas du tout. On prend des mauvaises décisions constamment. On est en plus rationnel ou pas très rationnel, irrationnel en tant qu'individu. Donc on a des intérêts particuliers qui font qu'on va être totalement biaisé, pas du tout objectif sur nos réflexions. Donc l'une des idées, c'est ce que toujours David Estlund nous dit, c'est que peut-être qu'on pourrait parler d'épistocratie. Alors épisto, ça vient de épistémé, qui veut dire science, connaissance en grec. On va mettre les experts au pouvoir, les gens les plus intelligents. Les gens les plus intelligents, ça peut être, on va pas tous passer un test de QI et les meilleurs dirigeront le pays. Ça peut être intéressant, je sais pas. Bon.
Le problème, c'est que là, du coup, on a en fait, comment dire, une opposition. On se retrouve avec, soit on décide d'être rationnel mais pas démocratique, donc on n'est plus égaux, donc on retombe un tout petit peu dans tout ce qui a fait les grandeurs de la modernité, c'est-à-dire se défendre de toutes ces arbitraires. On va laisser le pouvoir à des gens qui, visiblement, par un test, nous montrent qu'ils sont plus intelligents. Soit c'est démocratique, mais c'est pas rationnel, puisque visiblement, encore une fois, quand on prend des décisions, c'est pas toujours la folie. Les prétendants à être des experts, les prétendants à diriger, du coup, pour l'épistocratie, c'est les scientifiques. Ceux qui connaissent le mieux les choses du monde, donc ce serait à eux de décider. Et c'est là où John Dewey vient nous apporter beaucoup d'éclairage sur la science et sur la démocratie. Puisque si on est en épistocratie, qui va choisir les experts? On va dire c'est un test de QI, pourquoi pas, mais il y a de bonnes chances pour que ce soit le processus scientifique lui-même. C'est-à-dire que les gens qui ont montré une expertise forte, c'est-à-dire reconnue par leurs pairs, qui eux aussi ont un bagage et tout ça, devraient avoir le pouvoir. Donc, si vraiment on continue dans cette voie de l'épistocratie, si on continue, parce que visiblement la démocratie ne marche pas, c'est les scientifiques qui doivent prendre le pouvoir. Mais qui choisit les experts? Bon, je suis allé un peu vite du coup. C'est le processus scientifique lui-même. Mais le processus scientifique, John Dewey nous dit qu'il est efficace uniquement parce qu'il est démocratique. Ce qui fait que on vient baser en fait la solution presque la plus simple pour tout le monde, pour que nos décisions soient rationnelles, pour satisfaire nos attentes de rationalité, ça serait de mettre les gens rationnels, les scientifiques au pouvoir. Et on se rend compte que l'on sait que ces gens sont rationnels parce qu'ils participent à un processus démocratique. Donc il y a quelque chose en dessous encore, qui visiblement est démocratique et qui tient l'expertise de ces scientifiques. Le point le plus important que nous apporte John Dewey, pour répondre à notre question de savoir si les individus sont rationnels, irrationnels ou irrationnels, c'est que la rationalité ne concerne pas les individus, mais concerne la communauté. Nous ne sommes pas rationnels au niveau de l'individu, nous sommes rationnels au niveau du groupe. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Pour éviter que ça soit juste une sentence comme ça, qu'une personne morte depuis longtemps a dit et que du coup on devrait le croire. C'est que si nous sommes irrationnels, toutes les raisons de penser que nous sommes irrationnels, c'est que nous sommes coincés dans notre subjectivité. On est coincé avec nos propres croyances qu'on a envie de défendre, on est coincé avec notre pression sociale, avec tout ça. Donc nous sommes coincés dans notre subjectivité. Et c'est ce qui fait que nous sommes irrationnels à notre niveau. Mais si on cumule les subjectivités, qu'on les fait discuter, coopérer, se confronter, on se retrouve à, peut-être pas l'objectivité pure et simple, mais à se rapprocher de plus en plus de ce que pourrait être l'objectivité. Parce que mes croyances sont vos dégoûts, parce que mes biais sont vos réflexions poussées, et tout d'un coup on vient se contrôler les uns les autres, dans le sens où on vient simplement se niveler vers le haut, à abattre les défauts de l'autre par les qualités des uns. Donc quand on a dit ça, on a visiblement une porte qui s'ouvre pour la démocratie. La démocratie est rationnelle parce que la rationalité se développe au niveau de la communauté. Donc là, la conséquence, c'est que on va essayer de comprendre ce que pourrait être une démocratie des communautés, de la communauté, plutôt qu'une démocratie, comme on la connaît, une démocratie des individus. Pour faire ça, il faut que je rentre un tout petit peu dans les détails de ce que John Dewey nous dit de la démocratie. Dans Freedom and Culture, il nous dit que la démocratie est une manière de vivre, way of life. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la démocratie, c'est pas un régime politique. Ça, c'est presque l'une des punchlines de John Dewey. La démocratie, c'est pas un régime politique. La démocratie est une manière de vivre, c'est-à-dire que ce sont des valeurs
effectivement contre d'autres valeurs, la tolérance, la transparence, la discussion, l'égalité, qui n'existent et n'existeront que si elles sont portées dans la communauté et pas simplement subies par une institution. La démocratie, c'est aussi une manière de résoudre des problèmes. En fait, la démocratie, c'est quelque chose qu'on expérimente très souvent. Par exemple, c'est un exemple que je donnais à mes élèves fut un temps. Quand on doit prendre une décision dans un groupe d'amis, par exemple le restaurant dans lequel on va aller, on ne prend pas la majorité. On fait rarement ça. Tout simplement parce que, imaginons que l'un de nos amis nous dise je suis végétarien, et que tout le monde veuille aller dans un truc de grillade, bah il va pas venir. Mais nous, on veut qu'il vienne. Donc on ne prend pas des décisions par la voie majoritaire. On prend des décisions par la discussion. C'est-à-dire qu'on accepte que des gens posent des sortes de veto, dire bon bah ça c'est pas possible, donc on va aller ailleurs. Et donc on ne cherche pas à simplement prendre une décision, mais à faire consensus. Ça, ces moments-là, c'est de la démocratie. Tout le monde a un problème, trouver un restaurant. Tout le monde cherche une solution pour que tout le monde puisse résoudre le problème. Et on fait ça en discutant. Alors au niveau de nos amis, c'est facile puisqu'on les aime. Donc il suffit que ça soit l'ami qu'on aime le moins qui soit végétarien et on ira quand même au Buffalo Grill ou quoi que ce soit. À partir du moment où tout le monde est à égalité, disons dans l'amour, on va quand même essayer de garder notre ami végétarien. Et ce processus-là, que l'on vit du coup pour choisir les bars ou les restaurants, c'est ce que la science a réussi par une force et c'est presque miraculeux que ça existe, que la science a réussi à institutionnaliser la démocratie. Et ça, c'est 2 textes de John Dewey, donc Intelligence and Morals, je le fais à la française, et Challenge to Liberal Thought, donc qui sont 2 textes, et le premier nous dit « La démocratie n'est estimable qu'à travers la nouvelle conception de l'intelligence qui fonde la science moderne. Elle n'est estimable, c'est-à-dire elle n'est jugeable, possible, probable que si on prend en compte ce que la science moderne est. Un processus de prise de décision coopératif où on discute ensemble. » Deuxième chose, la méthode démocratique fournit une approximation de la méthode consistant à effectuer des transformations par le biais d'enquêtes et de tests expérimentaux. Et je sais pas vous, mais moi quand j'entends des transformations par le biais d'enquêtes et de tests expérimentaux, on a bien l'impression d'être face au processus scientifique. Scientifique moderne. On met totalement de côté les sciences grecques de l'Antiquité. La science moderne, du XVIIe et après, et maintenant. Ce qui fait que John Dewey non seulement nous dit la démocratie c'est pas un régime politique, c'est une manière de vivre, mais il nous dit en plus la démocratie est scientifique, ou la science est démocratique. Ce sont 2 processus communautaires de résolution de problèmes. D'un côté, la science provoque des constitutions autonomes de groupes se sentant concernés par un problème. Simplement, hein, moi par exemple, je fais des recherches en psychologie du raisonnement, je me retrouve avec tout un tas de personnes qui aiment bien ce truc-là, donc on se constitue un groupe, simplement parce que les gens aiment bien, et on va en discuter parce qu'on a tous les mêmes problèmes. En démocratie, John Dewey, dans Le public et ses problèmes, appelle ça des publics. Un public, c'est un groupe de personnes qui se sent concernées par un problème et qui va réfléchir, s'informer, discuter entre eux pour trouver des solutions. C'est ce qui se passe dans énormément de décisions locales, très locales. Déjà, Clermont-Ferrand, c'est grand. Mais dans des toutes petites localités, où on peut parler au maire parce qu'il a ses enfants à la même école et qu'il va acheter son pain à la même heure que vous, vous pouvez réellement créer un public qui se sentent tous concernés par le fait que le dodan est trop haut, je sais pas. Et discuter comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes. Quand on a dit ça, quand on a dit avec John Dewey que la science est cousine, voire similaire de la démocratie, on se rend compte de quelque chose, c'est qu'il y en a une qui marche, et il y en a une qui ne marche pas. La science fonctionne. On a tout un tas de preuves ici que la science fonctionne. Le micro fonctionne.
c'est parce que, à la base, il a fallu faire de la science. Il y a plein de sciences là. Là, 1000. Bref, partout. Ça, c'est facile à comprendre, mais il y a plein de sciences aussi quand on va simplement la manière dont on s'informe, dont on parle. Bref, il y a de la science partout. Ok, très bien. Ça marche bien. On discute entre nous, les scientifiques, là, et on trouve des solutions à des problèmes qui nous intéressent. Mais pas en démocratie. Alors on discute, en tout cas on échange des mots, en démocratie, mais on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Alors c'est difficile de juger les bonnes décisions et les mauvaises décisions en politique, mais je pense qu'à partir du moment où je dis il y a au moins une mauvaise décision qui a été prise par la démocratie, je ne prends pas trop de risques, et je pense que chacun et chacune d'entre vous a une idée différente, donc ça en fait déjà une bonne vingtaine, voire plus. C'est difficile à compter d'un coup. Donc ce qu'il nous faut savoir, c'est qu'est-ce qui rend la science efficace. Qu'est-ce qui pourrait rendre la démocratie efficace? On peut résoudre le problème de la démocratie en oubliant, en mettant de côté l'espoir libéral qui était de dire que les individus sont rationnels. Visiblement, ça se passe au niveau de la communauté. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Dire d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Et ça veut dire quoi, discuter? Qu'est-ce qui fait que nos décisions pour choisir un restaurant sont extrêmement efficaces et que nos décisions pour savoir s'il faut repousser l'âge de la retraite ne sont pas efficaces du tout? Pas efficaces parce que soit on se crie dessus, soit on n'entend pas les arguments des autres, soit on n'argumente pas, on vient simplement dire qu'on n'est pas d'accord. Il y a plein de raisons de dire. Et je crois que John Dewey, en tant que philosophe, même s'il a contribué à inventer le courant qu'on appelle le pragmatisme, qui essaye de viser le concret, la pragma, c'est l'action, le plus possible, est resté quand même beaucoup un philosophe. Et du coup, nous fait, nous demande d'interpréter du mieux qu'on peut ce qu'il a voulu dire. Alors, vous allez me dire, c'est le travail de n'importe quel chercheur en philosophie, n'importe quel lecteur en philosophie. Mais là, pour une question aussi, cruciale, de savoir le futur la démocratie pourrait avoir, ça devient un peu plus compliqué. Je vais juste vous donner l'idée générale proposée par John Dewey et essayer de vous expliquer les différentes interprétations aujourd'hui de cette idée générale. Ce texte vient des écrits politiques. Donc les écrits politiques, c'est un ensemble d'articles qui a été réuni dans un livre. Donc c'est pas un livre de John Dewey, mais ça a été réuni par des éditeurs. Il me semble que c'est Joël Zask, une des grandes chercheuses à propos de John Dewey, qui a fait ça. Et du coup, dans ces écrits politiques, il y a ce texte-là qui vient, je pense, résumer d'une certaine manière la pensée démocratique de John Dewey. Une croyance démocratique authentique dans la paix est une croyance dans la possibilité de conduire les disputes, les controverses et les conflits comme des entreprises coopératives au regard desquelles chacun des deux parties apprend en donnant à l'autre une possibilité de s'exprimer, au lieu de permettre à l'un d'eux de gagner par l'élimination violente de l'autre. Coopérer en donnant aux différences une chance de se manifester parce que l'on croit que l'expression de la différence n'est pas seulement un droit que l'on reconnaît aux autres personnes, mais un moyen d'enrichir sa propre expérience de vie, est une chose inhérente au mode de vie démocratique personnel. Il écrit ça je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais en tout cas en ayant la montée du nazisme en Allemagne en tête. Et donc à ce moment-là, quand il nous dit « gagner par l'élimination violente de l'autre », il ne fait pas de métaphore. Nous, aujourd'hui, ça résonne un peu métaphoriquement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement probablement aujourd'hui des volontés d'éliminer l'opinion de l'autre. Mais c'est l'éliminer, on va dire, oui, des fois c'est très violent, ça peut être très dur de recevoir, je sais pas, tout un tas de harcèlement pour nos idées, ou d'être... voilà, mais il n'y a plus en tout cas, plus trop de problèmes de violence extrême pour nos opinions. Alors, je dis ça avec tous ces guillemets oraux parce que ça arrive de plus en plus. Bref, quand on a lu ce texte, on a une chose
qui nous permettrait de résoudre tous nos problèmes, un concept, la coopération. Très bien, tout le monde est d'accord pour coopérer, tout le monde aime bien la coopération. On fait quoi? On fait quoi? Comment interpréter, pratiquement, une foi démocratique aussi abstraite? Comment est-ce qu'on instancie la coopération dans nos démocraties? Qu'est-ce qu'on fait, factuellement, encore une fois? Avant de vous donner les deux interprétations, qui vont boucler ma présentation, les deux interprétations de cette coopération, de cette démocratie coopérative, de cette démocratie post-libérale, je vais vous donner simplement une idée générale de comment, aujourd'hui, la démocratie fonctionne. Alors pas voilà, tous les 5 ans, on va voter, ça va, vous gérez. Plutôt, comment, à l'intérieur, ça se passe. D'abord, notre démocratie est basée sur la reconnaissance d'intérêts particuliers. Il y a une faute d'ailleurs. Je ne vais pas la changer, hein, désolé. La reconnaissance d'intérêts particuliers, c'est-à-dire nous faisons partie de classes sociales différentes et nous avons nos intérêts de classe qui peuvent être des intérêts différents selon notre personnalité, selon comment viennent se superposer nos différentes appartenances de classe. Nos intérêts particuliers aussi vont avoir un impact, bon bref. Mais d'abord, on nous demande, en démocratie, d'avoir conscience de nos intérêts. Puis, on propose une défense, j'ai dit, machiavélienne de nos intérêts, c'est-à-dire que les outils pour défendre nos intérêts sont à... Chacun décide comme il veut. La pression, le soft power à travers les médias, la domination plus violente, le fait d'acheter tout un tas de titres de presse et avoir un quasi-monopole sur la presse. On fait ce qu'on veut pour défendre nos idées. Je dis surtout pas que les modernes voulaient ça. Hein. C'est totalement leur corps défendant. Hein. Mais disons que quand on dit simplement les gens doivent être libres pour être rationnels, bah les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Alors ils sont pas rationnels, mais ils sont libres. Donc on défend de manière machiavélienne, pour pas avoir le côté péjoratif de machiavélique, mais machiavélien, qui est qu'on va simplement choisir nos moyens, que l'on choisira, peu importe. Ça peut être la violence. On choisit la violence. Et à la fin, du coup, il y a un rapport de force. Et ce rapport de force, il y a deux possibilités. Soit les dominants gagnent, parce qu'ils dominent, soit il y a de la violence, parce que les dominés se sentent trop dominés, trop oppressés. Et vont se révolter par la seule arme qui leur reste, la violence. Donc on se retrouve dans une situation, encore une fois, que les modernes auraient détestée. Hein. Enfin, bon, il y en a peut-être qui auraient aimé, mais peu importe. On se retrouve avec une défense irrationnelle d'intérêts qui ne sont pas beaucoup plus rationnels. Hein. On se suffit d'être nous-mêmes. Et on se retrouve avec des décisions qui ne sont pas rationnelles. Donc, la base, la condition, les fondements, le moyen, les résultats, tous irrationnels. Ils sont tous problématiques, hein, parce que sur la démocratie, l'égalité, tout ça, on se retrouve avec les dominants qui gagnent la plupart du temps. Bon, on a l'impression que ça marche pas très bien. Oui, c'est ce que je vous disais, pardon, leur rapport de force, hein, c'est tout ça, hein, c'est la corruption, c'est les pressions, le clientélisme politique, électoraliste, hein, les manipulations, le mensonge, la mauvaise foi, le légalisme, on va passer par les lois. À chaque fois qu'on a un problème, on va faire une nouvelle loi. On n'est pas sûr qu'il ne faudrait pas déjà appliquer celle qui existe. Bon, bref. Et c'est toujours à la faveur des dominants. Ok. Donc ça, c'est un peu le monde dans lequel on vit là. Notre démocratie libérale. John Dewey, du coup, nous a donné la vue, on va dire le but, la coopération. Deux manières d'interpréter ça. Première manière d'interpréter ça, c'est ce que j'ai appelé l'interprétation délibérativiste. Puisque la rationalité est dépendante de la communauté, faisons délibérer le peuple. Donc on entend beaucoup ça, hein, c'est des démocraties délibératives, démocratie participative, il faut faire participer les gens. Il faut qu'ils discutent entre eux. C'est des choses qui ont existé plus ou moins, en tout cas qui ont utilisé ces
ces réflexions sur la démocratie délibérative. Je veux dire par là que, par exemple, le président de la République avait fait un grand débat après les Gilets jaunes. Voilà, on va délibérer tous ensemble. Voilà, et bon. Ce qui fait que là, on se retrouve du coup dans une situation où il faut faire discuter les gens entre eux. Je pense que cette interprétation est très bonne, dans le sens où il faut que l'on délibère, mais ne peut pas s'arrêter là, puisque, en fait, elle ne fait que remplacer nos manières de discriminer nos oppositions. Comment est-ce qu'on va faire pour prendre des décisions ? Au lieu de faire de la corruption, on va délibérer. Pardon. Alors je bois un coup. Excusez-moi. Le problème de la délibération, c'est que la psychologie sociale nous montre assez bien qu'il y a des bons effets sur la rationalité. C'est plutôt cool. Quand on discute, on est mieux, on est plus intelligent tous ensemble. Aristote disait il y a très longtemps, on est plus intelligent à plusieurs. Bon, il le disait d'autres manières, en grec déjà. Mais bref, en substance, il disait ça. Le problème, c'est qu'en contexte politique, tout d'un coup, ça marche beaucoup moins bien. Demander à des gens de répondre à un problème avec une solution, une énigme, ce que vous voulez, ils réussiront mieux, en moins de temps, avec moins d'efforts, à plus que quelqu'un qui est seul. Mettez-les à devoir décider s'il faut garder la peine de mort, abolir la peine de mort ou la remettre en place, ou des choses, ou peu importe, la retraite encore une fois, ça marche moins bien. Il y a des effets qu'on appelle des effets de polarisation, c'est-à-dire que des gens qui ont des petites convictions à la base arrivent dans le groupe et finissent par avoir des convictions encore plus fortes dans le même sens. Ils n'ont pas évolué du tout, ils se sont juste renforcés. En gros, une sorte d'extrémisation de leur position. Il y a un effet de la minorité, il suffit que la minorité ait, je vais dire rapidement, du charisme pour prendre le pouvoir. Les effets de la majorité, avec des pressions sociales, tout ça. Bref, il y a tout un tas de choses qui font que ça marche pas très bien. On peut voir tous ces effets avec les travaux de Serge Moscovici, psychologue social qui a beaucoup démontré tous ces effets de la délibération. Et quand du coup on vient simplement remplacer la défense machiavélienne par la délibération, on se retrouve avec des choses qui effectivement ont existé mais qui n'ont pas eu beaucoup d'effet. C'est un exemple comme ça, mais la délibération marchait très bien pendant la Convention citoyenne pour le climat. Elle a donné des réponses très claires, très scientifiquement renseignées, en totalement cohérente avec la fin posée par le gouvernement, et il n'y a rien eu parce que tout le reste n'avait pas changé. Donc non seulement la délibération n'est pas sûre de bien fonctionner, mais en plus, quand on fait simplement de la délibération comme ça et qu'on reste dans notre situation générale, ça marche pas très bien. Le problème, il est du coup, vous comprenez, lié à la structure de notre démocratie, sur la base que il faut rendre les gens libres. On ne favorise pas l'intelligence. C'est un mot très souvent utilisé par John Dewey, qui n'est pas toujours facile à comprendre, tant il l'utilise dans des acceptions plus ou moins différentes. Mais quand il nous dit favoriser l'intelligence, on peut être à peu près sûr qu'il entend favoriser la science, le processus scientifique, la méthode scientifique. Après, il entend beaucoup d'autres choses, mais au moins ça, la plupart du temps, il l'entend. Et si la démocratie doit être une manière de vivre, il faut institutionnaliser plus largement l'intelligence. On ne peut pas se permettre de simplement s'arrêter à des discussions de groupe, de public entre eux, pour créer de la démocratie comme elle devrait exister. Donc la deuxième interprétation de la coopération, c'est l'interprétation scientifique. Encore une fois, c'est des mots que j'utilise, c'est pas standard, on va dire. La démocratie, cette fois, n'est plus basée sur la défense d'intérêts, et la coopération passerait uniquement par le fait de délibérer entre nous, c'est-à-dire discuter pour savoir
quel intérêt va gagner, mais à voir les discussions politiques comme des résolutions de problèmes. Des faits, des enquêtes communautaires, on va utiliser des solutions efficaces, bref, tout un tas d'idées. Parce que la psychologie sociale a un petit peu évolué, parce que Moscovici ça fait un petit moment, et elle nous montre que la délibération fonctionne à une condition, qu'elle soit une délibération normée. Donc ça, c'est par exemple une étude de Strandberg de 2019 qui nous montre que quand on met en place l'inclusion, l'égalité de temps de discussion, la réciprocité, justification raisonnée, réflexion, sincérité et respect, quand on fait en sorte que tout ça soit possible, alors là, en l'occurrence, c'est par le fait qu'il y ait un médiateur, quelqu'un qui discute, qui tient la discussion, alors dans ce cas-là, la délibération fonctionne. Mais ces normes efficaces, elles sont les normes institutionnalisées par la science. On a autant de temps que les autres, dirons-nous, c'est-à-dire qu'on va publier des articles, ces articles vont exister autant que les autres. Alors évidemment qu'il y a des effets de popularité, hein, on va pas, comme si c'était purement égalitaire, mais ces effets de popularité n'enlèvent pas la possibilité de simplement se rendre compte qu'il y a d'autres articles, de les comprendre, de les lire. Donc il y a ça, il y a une inclusion, chacun a le droit de venir ajouter sa pierre à l'édifice. Il y a des gens qui étaient totalement non scientifiques et qui ont apporté des avancées importantes. J'ai vu ça récemment en égyptologie, je crois, égyptologie. Bref, on laisse il n'y a pas de sélection à l'entrée. Vous pouvez, à partir du moment où vous faites un travail de qualité, vous avez le droit de le faire. Bref, comment est-ce qu'on fait du coup pour favoriser cette rationalité, puisque dans notre situation actuelle, le problème, c'est pas vraiment qu'on ne connaisse pas la science, c'est qu'on nous l'enseigne mal. À partir du moment où l'enseignement de la science change, où la science n'est plus un ensemble de produits, un ensemble de résultats, mais une méthode, dans ce cas-là, on va se retrouver avec des gens qui vont être par eux-mêmes capables de comprendre quelles sont les normes nécessaires à une délibération qui fonctionne. Si on ne connaît pas toutes ces normes donc d'inclusivité, tout ça, de laisser parler les gens à peu près à égalité, on se retrouve dans la délibération dont on a parlé tout à l'heure, des gens qui sont polarisés, qui vont se polariser d'autant plus. Le problème de l'éducation scientifique aujourd'hui, c'est que du coup, on réduit l'enseignement des sciences à un ensemble de résultats, c'est ce que je vous disais. On représente et on normalise le débat comme un processus sans issue. Tous les débats politiques, médiatiques, sont sans issue. Ils finissent tous par un arrêt de l'émission, par un arrêt du temps, mais pas par une solution. On est bercé dans l'idée que le débat n'a pas d'issue. En science, un débat sans issue, c'est un débat qui ne fait pas sens. S'il n'y a pas d'issue à un débat, s'il n'y a pas d'issue à un problème, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de solution à un problème, il n'y a pas de problème. Sauf que ici, constamment, on croit que la politique, c'est discuter, ne pas être d'accord, et partir. Et on s'arrête là, on a bien fait de la politique. Aïe. Et il y a une mise en scène, du coup, indue de la confrontation idéologique. Il faudrait être le plus extrémiste, le plus radical. Et quand on est bien radical, quand on n'est bien pas d'accord avec tout le monde, on a bien fait de la politique. Quand on n'a pas été charitable avec la position des autres, charitable dans le sens où on n'a pas voulu entendre exactement ce que la personne a voulu dire, quand on a des arguments tout faits, où on va les répéter, quand on décide ces arguments au-dessus de nous, et nous, on vient vraiment juste les répéter, il y a vraiment j'ai oublié comment on appelle ça, mais les phrases toutes faites ou les mots à utiliser quand on est dans un parti politique. Tout à fait, les éléments de langage. Mais les éléments de langage, c'est typiquement une mise en scène d'une rationalité toute faite en haut et on vient répéter. Donc quand vous voyez 3 ou 4 personnes du même parti tout au long de la journée sur des chaînes différentes, il y a les mêmes mots, les mêmes arguments, et hop, on part tous. Personne s'est entendu, on a bien parlé. Donc vous voyez, en disant ça, alors j'en fais beaucoup, mais vous voyez bien que dans la culture que l'on nous propose, elle n'est jamais scientifique. Ce qui fait que pour John Dewey, elle n'est jamais démocratique. Une proposition possible, là je ne sais pas à quel point je tords John Dewey, il n'est plus là pour nous le dire, je vous propose simplement comment est-ce qu'on pourrait faire, peut-être,
c'est de comprendre d'abord que la base de la démocratie, c'est pas des intérêts particuliers, c'est des problèmes. Ça, je le tords pas trop. Là, il le dit. C'est des problèmes. On est face à des problèmes. L'usine du village décharge ses déchets dans la rivière. C'est un problème pour à peu près tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On a un problème. Si on discute, on délibère, on prendra une meilleure décision en tant que la délibération est normée, et on va résoudre le problème. Le fait de ne pas voir les discussions politiques comme des problèmes est le plus gros problème de la démocratie actuelle. Puisque on ne cherche pas à trouver un terrain d'entente, on ne cherche pas de savoir qu'est-ce qui fait sens pour nous deux, on n'est pas d'accord du tout, mais sur quelle position, sur quel fait on se base pour ne pas être d'accord. J'avais un prof de philosophie qui disait que l'accord est la condition du désaccord. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être d'accord sur tout un tas de trucs pour pouvoir être en désaccord. Il faut d'abord être d'accord sur les mots qu'on utilise, mais sur le monde, comment il est. Parce que si on est en accord sur rien, on ne peut même pas être en désaccord. On est juste parallèle l'un à l'autre, on ne peut juste pas rentrer en discussion. Si on ne rentre pas en discussion, on n'est pas en désaccord. Donc l'idée, aujourd'hui, c'est de ne pas baser la démocratie sur le désaccord, mais sur l'accord. Le fait de voir d'abord les problèmes, objectivement problématiques pour tout le monde, et d'essayer de trouver des solutions. Donc il y a des formations de public, j'essaie de finir vite. On forme des publics, c'est-à-dire des gens qui se sentent concernés par le problème. Voilà, bon, il y a l'agriculteur qui a la rivière qui passe dans son champ. Il voit bien qu'autour de la rivière, les plantes poussent moins bien, ou tout un tas de choses. Bon, lui, premier peut-être concerné par l'usine. Puis, je sais pas, les enfants de l'école et les parents qui sentent des odeurs, bref, bon, vous comprenez. On va former un public, on va essayer de trouver une solution tous ensemble. Et puis on va prendre la personne, hein, la chef ou le chef de l'entreprise, et simplement discuter, nous on a tous un problème, on vient de se... Voilà, il va falloir trouver une solution. L'enquête communautaire, ça va être du coup des délibérations qui intègrent les travaux scientifiques. Ce qui a été très bien fait dans la Convention pour le climat, c'est que les scientifiques étaient constamment interrogés. Ils ne venaient pas dire « voilà ce qu'il faut faire », ils venaient dire « voilà le monde ». Exactement ce que John Dewey propose et que je propose à travers lui, on va dire, c'est qu'il faut d'abord que les faits soient communs pour tous. Pour que les faits soient communs, on appelle ceux qui ont le mieux étudié les faits, les scientifiques. Les scientifiques disent « voilà le monde, maintenant décidez ». Et du coup, dans l'enquête communautaire, il faut l'intégration des normes de délibération, donc l'inclusivité, l'égalité, et ça marchait encore une fois très bien dans la Convention pour le climat. C'était très très bien fait, jusqu'à que ça reprenne le chemin normal de la démocratie inefficace. Et enfin, on va trouver une solution au problème. Si je devais résumer tout ça, c'est que pour qu'une démocratie soit efficace, selon John Dewey, pour que la coopération soit possible, la seule condition, c'est pas la liberté, c'est, en utilisant un mot un peu lourd, c'est la réalité. Ce qui fait que notre démocratie ne fonctionne pas est que nous ne sommes pas d'accord sur les problèmes. Nous ne sommes pas d'accord sur les faits. À partir de ce moment-là, puisqu'il n'y a pas d'accord, il ne peut pas y avoir de désaccord, il ne peut pas y avoir de discussion. La seule solution que l'on peut trouver, c'est de rendre objectifs les problèmes, c'est-à-dire plus simplement des intérêts particuliers qui seraient chagrinés par ceci ou cela. Pour résumer toute ma présentation, et pour résumer simplement, on va dire, les grandes étapes de ce que John Dewey peut apporter au débat sur la démocratie, la démocratie que j'ai bien comprise, la démocratie quand on fait l'effort de prendre en compte les faits scientifiques, de la psychologie, les problèmes, les biais cognitifs, la rationalité de la délibération normée, l'irrationalité de la délibération, la polarisation, tout ça. La démocratie bien comprise n'est pas menacée par les biais cognitifs. Je réponds à la fin à ma question, j'ai mis 1 heure, mais j'y réponds. Quand on met à l'épreuve la démocratie par les biais cognitifs, si on est libéral,
tout s'effondre. Les humains sont irrationnels, la démocratie ne peut pas exister. Si on tente de trouver ce qu'il y a après le libéralisme, c'est un livre de John Dewey, qui ne s'appelle pas comme ça, mais traduit, c'est très bien traduit, qui ne s'appelle pas comme ça en anglais, je veux dire, mais il a été traduit après le libéralisme. Si on tente du coup de trouver ce qu'il y a après le libéralisme, dans ce cas-là, la rationalité n'étant pas une caractéristique des individus mais de la communauté, l'objectivité n'est possible qu'au niveau de la communauté, dans ce cas-là, les biais cognitifs n'importent pas la démocratie. On peut tous rester biaisés dans nos vies de tous les jours, irrationnels autant qu'on veut, si l'institution, la structure politique est conditionnée par le fait de comprendre les débats politiques comme des résolutions de problèmes. Dans ce cas-là, les biais cognitifs ne sont pas un problème. Un bis, parce que ça découle tout de suite de la première, c'est que la rationalité émerge au niveau de la communauté. John Dewey, un apport important de John Dewey. Deuxième chose, la science est un outil démocratique, mais la démocratie est un outil scientifique. C'est parce que la science est démocratique qu'elle est efficace. Et c'est parce que notre démocratie n'est pas scientifique qu'elle est inefficace. On a indûment découpé ces deux phénomènes qui sont en réalité les mêmes. La démocratie, bien comprise, est un processus efficace de résolution de problèmes, pas de confrontation d'opinions, pas de confrontation d'intérêts. Et enfin, presque, on va dire, ça vient finir ou souligner la pensée de John Dewey, la démocratie n'est pas condamnée au dissensus. Juste faire la moitié d'une remarque là-dessus. Comme je vous disais, il y a plein d'évidences aujourd'hui avec quand on nous présente la politique, les débats sont sans issue, c'est comme ça, les gens sont violents entre eux quand ils sont pas d'accord, c'est comme ça, c'est la politique, c'est ça la politique. Presque quand on regarde des documentaires sur les politiciens, les politiciens qui parlent des uns des autres disent qu'ils ont, par exemple, lui c'est un grand politicien, il a un sens politique, et puis tout de suite après ils viennent faire une liste de trahison, de mauvaise foi. Ah oui, c'est chouette, politique devient presque un problème. Et quand, du coup, baigné de là-dedans, quand on entend parler les gens de la démocratie comme ça, rapidement, on dit souvent, on entend, d'abord, la démocratie, c'est le dissensus. C'est d'abord le dissensus. Et je crois que c'est aussi l'un des gros problèmes. À partir du moment où on pense que la démocratie, c'est le dissensus, du coup, il y a des dissensus dans notre démocratie. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord et qu'on continue à être pas d'accord, violents les uns avec les autres. À partir du moment où on pense, comme les scientifiques pensent la méthode scientifique, comme un processus de consensus, et le dissensus n'étant qu'un moyen, dans ce cas-là, on se retrouve avec toute l'efficacité possible de l'être humain que l'on voit, donc encore une fois, dans ce micro, dans tout ça. Voilà. Je vous remercie. Et je m'excuse encore pour les